Rabat à Katmandou, de Lima à Manille, de très jeunes gens engagés expriment leur colère contre la corruption et les inégalités. Ils et elles font partie d'une génération nouvelle, prête à renouveler les codes de la politique pour plus d'horizontalité. Mais jusqu'où peuvent-ils aller dans un monde politique et institutionnel à l'ancienne ? Des jeunes mobilisés provoquant destitution et remaniement, on en voit depuis 2022 au Sri Lanka, au Kenya ou au Bangladesh. Mais cette année particulièrement, le mouvement autoproclamé de la génération Z prend de l'ampleur en Asie, mais pas que. Regroupés sous ce terme et sous l'égide du drapeau de One Piece, des manifestants ont défilé fin août en Indonésie, puis début septembre au Népal, menant à l'incendie des lieux de pouvoir et à la démission du Premier ministre. Le 21 septembre aux Philippines, où parmi 200 interpellés, la moitié étaient mineurs. Puis un soulèvement le 25 septembre à Madagascar avec le départ du président. Enfin, des protestations à partir du 27 septembre au Maroc à l'appel d'un collectif nommé Gen Z 212 du nom de leur indicatif téléphonique. Et enfin, de l'autre côté du globe, le 15 septembre, le mouvement prenait aussi au Pérou. Mais alors, qui sont ces jeunes, se demande le monde. Ils et elles ont entre 13 et 26 ans. Même si cette génération n'est bien sûr pas homogène, ni d'un pays à l'autre, ni au sein d'une même nation, elle a en commun d'avoir vécu de nombreuses crises politiques ou sanitaires comme celle du Covid-19, et elle n'en peut plus des injustices structurelles. Aujourd'hui, les jeunes revendiquent beaucoup de choses, mais qui vont dépasser cette sphère politique. C'est-à-dire que, voilà, ils vont nous parler d'équité, de corruption, de discrimination, d'égalité des chances, de faire attention à la planète, à l'environnement. C'est quand même une sorte de première mondiale où ce type de mouvement plutôt global, local, horizontal arrive à porter aussi loin la critique du pouvoir, de pouvoir le porter aussi loin que de faire tomber des gouvernements, d'entraîner des réformes significatives. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau. À Madagascar, on a des demandes vitales, l'accès à l'eau et à l'électricité. Au Népal, on proteste contre la censure numérique. En Indonésie, contre les violences policières et les passe-droits des députés. Au Maroc, c'est le système de santé à deux vitesses entre le privé et le public qui est pointé du doigt. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce qu'ils demandent, c'est pas impossible, ce sont des nécessités au Maroc. Comment les autorités ne le comprennent-elles pas? Où est le gouvernement au milieu de tout ça? Au Pérou, les manifestants réclament moins de corruption et plus de sécurité. On en a assez de la classe politique. On en a assez qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Ils sont corrompus. On en a assez. On exige qu'ils partent tous sans exception. Ils militent pour plus de transparence, plus d'authenticité dans la manière de gouverner. Ils revendiquent également une concordance, une cohérence entre le discours et l'action. C'est pour ça qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui sont dans les rues pour manifester en disant le gouvernement nous a promis des choses et en fait, voilà, on ne s'y retrouve pas. Mais ces manifestations pacifiques reçoivent quasi systématiquement une réponse violente. Un mort et plus de 100 blessés à Lima. Au moins 19 morts au Népal. 22 morts à Madagascar. 3 morts et un millier d'arrestations au Maroc. Désolée, je n'ai plus de souffle à force de courir. On n'a plus le droit de marcher sur la voie publique. On ne sait pas pourquoi on a été réprimés alors qu'on était pacifiques. Nous, les jeunes et même les personnes plus âgées, sommes indignés par l'insécurité, la criminalité et les meurtres commandités. Regardez, il y a tellement de policiers, mais tout ce qu'ils font, c'est intimider et réprimer. Quand on leur demande de protéger les citoyens ordinaires contre la criminalité, aucun d'eux n'est là. Ce croisement des revendications rejoint une grande figure de pop culture qui a traversé le monde. One Piece, le manga le plus vendu de l'histoire. Cette série BD raconte l'histoire d'une bande de jeunes pirates qui s'attaquent à des gouvernements corrompus. À Lima, ce symbole est même customisé avec un bonnet péruvien. Ce drapeau, on l'a vu au Népal, en Indonésie, partout où notre génération manifeste.
Il vient de One Piece, où le personnage principal, Luffy, voyage de ville en ville pour libérer les gens des dirigeants tyranniques et corrompus dans les villes d'esclaves. Il représente ce qui se passe dans divers pays. Le principal point commun de ces jeunes à travers le monde, c'est leur usage immodéré et très habile du smartphone, permettant de diffuser vidéos, images et communiquer partout, très vite. Ils sont capables de déjouer les contrôles et les blocages mis en œuvre par les pouvoirs, ce qui explique que même au Népal, où 26 plateformes numériques ont été suspendues, ils ont pris de vitesse les autorités pour descendre dans la rue. Ils n'ont jamais connu le monde sans Internet. Ils ont vécu, ils sont nés avec Internet. Donc Internet et notamment le smartphone, c'est comme si c'était un peu un doudou numérique qui remplaçait peut-être un manque affectif à la maison, mais en tout cas c'est l'extension d'eux-mêmes. À l'époque des printemps arabes, Facebook et Twitter ont permis de s'exprimer librement. La Gen Z privilégie désormais Discord et Telegram, une sorte d'Agora 2.0 avec des canaux de communication cryptés et horizontaux. Car ce qui compte pour eux, c'est la communauté. Ce qui est caractéristique de la génération et de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est justement cette puissance du collectif. C'est ça qui fait leur force. C'est être ensemble et ne pas être isolé. Donc il y a véritablement un grand besoin d'appartenance sociale, le besoin d'appartenir à un groupe de pairs, à une communauté, à une tribu. Et donc on voit bien qu'on est dans l'ère qu'on appelle du do it together, l'importance de faire ensemble et d'être ensemble. D'ailleurs, c'est sur Discord que le mouvement Gen Z Népal s'est accordé pour proposer le nom de la future première ministre. Parmi les personnalités éthiques et impartiales, unanimement reconnues par le public, nous avons recommandé à l'unanimité Madame Susila Karki pour former le gouvernement d'intérim. Et à ce poste, la femme désignée semble en effet alignée sur les valeurs des jeunes. Je ne suis pas ici parce que je le souhaite. Les voix dans la rue disaient « Faites venir Susila Karki » et j'ai été contrainte de prendre les rênes. Je suis là par devoir. Je travaille avec mon équipe et nous ne sommes pas ici par goût du pouvoir. Mon âge ne s'y prête pas non plus. En ce qui concerne la génération Z, nous n'avons pas de chef. Chaque personne fait partie du peuple et chacun est le leader de soi-même. Lorsque nous prenons une décision, nous en discutons et votons sur notre plateforme. La majorité l'emporte et nous suivons collectivement cette décision. Et oui, vous avez bien compris, si la Gen Z a bien quelques porte-paroles, elle ne possède pas de leader charismatique. Et c'est volontaire. C'est un choix pour différentes raisons, pour des raisons de valeur très certainement, mais aussi pour des raisons de sécurité pour le mouvement, donc pour que la répression ne soit pas focalisée sur un leader qui, s'il est arrêté ou retourné, arrêterait le mouvement. Mais le risque, c'est de se faire confisquer la victoire par d'anciennes castes politiques qui attendaient justement leur tour. L'important aujourd'hui est de trouver un moyen de rassembler la génération Z et l'ensemble de ce mouvement afin de décider d'une voie à suivre qui leur soit acceptable et de ne pas laisser leur mouvement être détourné par des opportunistes qui attendent simplement dans l'ombre que ce moment arrive. L'armée est trop impliquée dans les manifestations. Nous ne voulons pas que les espaces civils soient infiltrés par l'armée car nous craignons l'instauration de la loi martiale. Cette même crainte a effrayé les jeunes malgaches qui, s'ils avaient pu compter sur le soutien de l'armée dans leur mobilisation, ont vu les militaires prendre temporairement la présidence du pays. Résultat, un nouveau Premier ministre a été nommé, contesté par une partie de la Gen Z. Un nouveau Premier ministre, ce n'est pas un nouveau Premier ministre qu'on veut, c'est un changement de système. On a demandé l'eau et l'électricité, que chaque famille puisse manger à sa faim. C'est ça la demande. Et le président, c'est juste quelqu'un qu'il faut changer. Et aussi tout le système qu'il faut changer pour que tout le monde puisse savoir ça. Alors, militaires et jeunes discutent. Le mouvement de la Gen Z prend position publiquement, rédige des chartes pour véhiculer sa vision pour la suite. Bref, il se bat pour exister politiquement. Que donneront ces mobilisations à l'avenir? Reprise par les élites? Rupture systémique? Tout reste à écrire. Ça peut être un gouvernement qui tombe, ça peut être le même régime qui reste là mais qui est contraint de proposer des réformes. Mais il se peut aussi que ça s'arrête là.
soit parce qu'il y a une répression très forte, soit parce qu'il y a un essoufflement du mouvement, s'il n'y a pas, par exemple, de résultats tangibles, soit parce qu'il y a eu des réponses relativement satisfaisantes, même si elles ne bouleversent pas tout. Et donc, il fait que chacun rentre chez toi ou chez soi, ou en tout cas retourne en ligne.